Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une série de questions. D'après vous, quels sont les critères requis pour appartenir à une nation? Est-ce qu'on appartient à une nation par simple volonté d'y appartenir? Peut-on avoir le même but sans pour autant parler la même langue et sans être de la même race? Des questions qui paraissent simples et anodines, mais qui sont pourtant existentielles, afin de comprendre qui nous sommes et le monde dans lequel on évolue au quotidien. Ces interrogations me sont venues en lisant un petit livre qu'une amie très chère m'a prêté, où figure le discours d'Ernest Renan, un discours qu'il effectua lors d'une conférence faite à la Sorbonne en 1882, où il donne son point de vue sur la question. Commençons par expliquer brièvement qui est Ernest Renan. Né en 1823, c'était un célèbre écrivain, penseur, philosophe et historien français. En bref, un intellectuel de son époque. Grand amateur de sciences, c'était un fervent défenseur du darwinisme, donc de la théorie de l'évolution. De ce fait, il sera connu pour avoir émis des critiques envers la Bible et l'Évangile, ce qui suscita la controverse et la colère de l'Église catholique. Car d'après lui, ces livres doivent être étudiés et critiqués, comme n'importe quel autre document historique, sans, entre guillemets, prendre des pincettes. Il voulait tout simplement y retirer son côté sacré. Entrons dans le vif du sujet et allons à ce qui nous intéresse. Ce qui le rendra véritablement célèbre fut son discours prononcé en introduction qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une nation ?» Dans ce discours, il s'efforce de distinguer la race et la nation. Eh bien, le premier point de son allocution, il le dédie à la critique des royautés et des dynasties. D'après lui, nombreuses sont les nations qui se sont fondées juste par pure conjoncture circonstancielle. Des dynasties qui ont mis en avant leur désir d'opulence et de pouvoir, comme par exemple l'Hollande, qui est devenue Hollande par simple union entre deux puissantes familles. En fait, d'après lui, une nation peut exister sans principe dynastique. Ce n'est pas une famille royale qui fait une nation. Eh bien, à quoi reconnaît-on une nation? Serait-ce le peuple, donc la race, leur ethnie? Son questionnement est le suivant. Comment se baser sur une race lorsqu'on sait que la France est un mélange de Gaulois, celtiques, ibériques et germaniques, que l'Allemagne est celtique, germanique et slave, que les îles britanniques sont un mélange de celtique, germanique, ou encore l'Italie, composée d'étrusques, gaulois, pelages et grecs. J'ai la chance de bien connaître l'Italie et, encore aujourd'hui, on peut noter une réelle différence de faciès entre les Italiens du Nord et ceux du Sud. D'ailleurs, très souvent, au-delà de l'accent entre eux, ils savent se différencier rien qu'au visage. Ernest Renan met en lumière le fait que les pays censés être les plus nobles et chauvins sont ceux ayant le sang le plus frelaté. Pour lui, il n'existe pas de race pure, et bâtir une nation sur cette base serait en quelque sorte une idiotie, puisque les limites et les frontières mêmes de ce qu'on appelle Europe n'ont en aucun cas pris en compte l'idée de race. Récapitulons. Ce qui fait une nation, un peuple ou un pays, ce n'est pas sa dynastie. Ok. Pas sa race non plus. Ok. Alors, serait-ce peut-être le langage? Une langue commune? Eh bien, toujours pas. Car selon ses dires, prenons par exemple l'Amérique latine et l'Espagne, on peut noter qu'ils parlent la même langue. Les États-Unis et l'Angleterre aussi. Pourtant, forment-elles une unique nation? Non. Ernest Renan pense qu'il y a en l'homme quelque chose de supérieur à la langue, quelque chose de supérieur à la race. Eh bien, c'est la volonté. Prenons par exemple la Suisse. Pays multiethnique, comportant 3 à 4 langues majeures, séparés par différents cantons, possédant plusieurs gouvernements. Eh bien, tout cela n'empêche en aucun cas leur développement, et de faire d'elle une nation prospère et figurant parmi les pays les plus riches d'Europe et du monde. Le même constat est applicable avec les États-Unis, pays gouverné par un président qui comporte différents États avec des lois différentes pour chacun d'entre eux. Cela ne les empêche pas d'avoir un sens et un objectif commun et d'être aujourd'hui la première puissance mondiale. Ernest Renan voit en l'homme un être raisonnable et moral, avant d'être un membre de telle ou telle race, adhérent à telle ou telle culture. L'homme fait avant tout partie de la culture humaine. Si une nation vient à naître, eh bien elle n'est ni l'enfant d'une race, d'une langue ou d'une situation géographique.
La nation est avant tout l'enfant d'une volonté collective, d'une partie de l'humanité qui en a émis le souhait. Alors, voici le résumé et l'essentiel de son discours, qui se veut universel, prônant l'ouverture. Beau discours, oui, à l'apparence noble. Maintenant, on va essayer de transposer son discours à notre époque. Alors, quand j'étais plus petit, vous savez, j'ai toujours pensé qu'il y avait une communauté noire, comportant des personnes ayant pour but l'émancipation collective. En fait, je pensais que chaque noir que je pouvais voir, croiser ou côtoyer était mon frère, et qu'on devait forcément avoir le même objectif et être unis. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et avec ce discours, on comprend bien qu'appartenir à une nation, avoir la même couleur de peau ou parler la même langue n'est pas un gage d'union. Et c'est un constat qui est indubitable et indéniable dans la communauté noire. Nous avons une vision qui est beaucoup trop tribale et limitée. Le but est d'avancer main dans la main, faire du communautarisme pour construire une vraie union entre peuples. Malencontreusement, ce qui nous freine avant même d'entreprendre quoi que ce soit, ce sont les gens qui vont se demander de quelle origine ou ethnie tu es. Quel est ton village? Tu es de quelle famille? Il est vrai que la problématique est plus présente en Afrique, mais en Occident, on peut également y être confronté. Un Gabonais, un Camerounais ou un Congolais aura du mal à entreprendre avec un Mauritanien ou un Malien. Un Guadeloupéen ou un Martiniquais aura du mal à entreprendre avec un Sénégalais ou un Cap-Verdien. Et je trouve vraiment dommage que ce pseudo-tribalisme, cette pseudo-xénophobie, ces corruptions, ces pistons gangrènent nos pays et gangrènent notre communauté, car ça nous empêche d'avancer. Il faut véritablement mettre de côté ces futilités et avancer, avec des gens rigoureux et aptes, qui, comme disait M. Ernest Renan, ont la même volonté collective que nous. Choisissons nos alliés avec parcimonie. Fuyons la médiocrité. Je vous le dis, il vaut mieux diviser dans la valeur qu'unir dans la médiocrité. Avec tout l'amour que je leur dois, si mon cousin, mon oncle, ma mère ou encore des amis proches n'ont pas les compétences pour m'aider à avancer dans un certain domaine, je préfère ne pas m'associer à eux, même si cela peut paraître dur. Je pense que c'est une des clés qui aidera à notre émancipation. Mais je vous vois venir. Vous allez dire que mon discours est sûrement utopiste. Oui, peut-être. Mais je suis optimiste. Et mon discours, il peut être réel, si on se donne les moyens. Et des exemples, il y en a. Regardez l'Éthiopie, qui en 1990 était le deuxième pays le plus pauvre d'Afrique. Alors, je répète, le deuxième pays le plus pauvre d'Afrique. Eh bien, aujourd'hui, il figure parmi les économies montantes du continent et fait partie des pays affichant la croissance moyenne du PIB la plus rapide au monde au cours de la dernière décennie. Aujourd'hui, ce pays s'est hissé au 6e rang des puissances économiques africaines. On peut également citer le Ghana, pays en plein essor qui s'industrialise de plus en plus, avec Nana Akufo-Addo comme président qui semble être au service de son peuple. J'ai eu la chance de visiter Accra et l'on sent au quotidien que c'est une ville dynamique, prête à devenir une référence en Afrique de l'Ouest. Il faut comprendre qu'un ensemble de personnes compétentes visant le même objectif, ça peut donner que de la réussite. C'est qu'une question de temps. Ce que je veux vous montrer avec tout ça, c'est que lorsqu'un peuple cherche l'émancipation, lorsqu'un peuple cherche l'épanouissement, il lui suffit de choisir une direction. Bien sûr, le tout en étant épaulé par des dirigeants qui tirent dans le même sens. J'aime tout particulièrement une citation culte du notable Thomas Sankara qui disait « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous ». Attention, je suis bien conscient que notre identité culturelle est plus que nécessaire afin de renforcer les liens d'un peuple, ainsi qu'une conscience collective. Mais, pour reprendre le discours d'Ernest Renan, je crois comme lui que l'ethnie, la caste, la langue importent peu. Le plus important, ce sont les idées et les volontés communes d'un peuple, car c'est avec ça que se forment les grandes nations.